La grande édition sur i24 News. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Les États-Unis continuent d'assembler leur puzzle autour de Gaza. Au lendemain de la restitution du corps de Hadar Goldin, Washington pousse vers la phase 2 du plan Trump. L'émissaire Jared Kushner est à Jérusalem. Objectif, stabilisation de la bande de Gaza. Avec une version actualisée du plan, elle écarterait la Turquie de la force internationale, mais renforcerait la position égyptienne. Washington fait pression également pour une issue dans l'affaire des 200 terroristes piégés dans les tunnels. Décryptage d'une situation qui reste complexe, d'autant que 4 corps d'otages restent à libérer. Les honneurs de la Maison-Blanche. Ahmad al-Shara devient ce lundi le premier président syrien à y être reçu, certes par la petite porte. Tournant historique ou pari dangereux, qu'importe pour Donald Trump, il faut aller vite et poser les bases d'une nouvelle donne au Moyen-Orient. Trop vite peut-être pour Israël, avec qui Damas serait sur le point de conclure un accord de sécurité tout aussi historique. L'ancien djihadiste, tombeur de Bachar el-Assad, vient chercher financement et stabilité à Washington. Que propose-t-il en échange et qui croit en cette nouvelle Syrie ? Et puis 2 invités en fin d'édition. Nous aurons le plaisir d'accueillir l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair ainsi que Fadila Maharoufi de l'Observatoire européen des fondamentalismes. Elles nous parleront de l'entrisme des frères musulmans sur le vieux continent et de leurs travaux qu'elles entendent poursuivre malgré les menaces. L'Occident et sa civilisation seraient-ils aujourd'hui en danger ? Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Sortir de l'immobilisme à Gaza, c'est sans doute la mission qui a été confiée aux émissaires américains. Jared Kushner, arrivé aujourd'hui, et Steve Witkoff, qui est attendu un petit peu plus tard, effectue cette semaine une énième visite en Israël au lendemain de la restitution du corps de Hadar Goldin. Première étape tout de suite, c'est le sud d'Israël, où nous attend notre envoyé spécial qui est en direct. Bonsoir Déborah Benayoun. Déborah, d'abord pas mal de dossiers urgents, on le comprend bien, dont le rôle de la Turquie à Gaza, et puis aussi le dossier des terroristes qui sont coincés toujours dans les tunnels à Gaza. Bonsoir David. Clairement, oui, la pression monte sur Israël pour déterminer le sort de ces 200 terroristes qui se trouvent toujours dans le sud de la bande de Gaza, dans ces tunnels de Rafah qui sont sous le contrôle d'Israël. La pression qui monte justement parce que beaucoup demandent à Israël tout simplement de leur garantir une forme d'immunité, de leur permettre de sortir de ces tunnels pour rejoindre les zones qui sont contrôlées par le Hamas. Cette pression qui monte en particulier depuis le retour de la dépouille d'Hadar Goldin hier soir. Beaucoup font finalement le lien entre les deux, même si le Premier ministre a déclaré cet après-midi que le sort qui sera réservé aux terroristes sera celui qui servira les intérêts d'Israël. Ce qui est certain, en tout cas, vous l'avez dit, c'est qu'il y a un acteur qui a apparemment joué un rôle déterminant dans ce dossier, c'est la Turquie, puisque un haut responsable turc a indiqué hier soir qu'Ankara avait contribué à la restitution du corps d'Hadar Goldin après d'intenses efforts auprès du Hamas. Et puis, il a ajouté qu'Ankara s'efforçait d'assurer le passage en toute sécurité des terroristes, 200 terroristes qu'il a d'ailleurs qualifiés de civils. Il faut rappeler que la Turquie cherche de plus en plus à affirmer son influence sur la scène palestinienne. Déjà, Ankara veut faire partie de la force internationale qui est chargée de faire respecter l'accord de cessez-le-feu à Gaza. La Turquie qui veut aussi faire partie de la reconstruction de Gaza après la guerre. Et puis, c'est une influence évidemment qui inquiète en particulier Israël, qui refuse que la Turquie soit partie prenante dans ce dossier. Mais on voit bien tout de même que les Turcs souhaitent absolument faire partie de cette situation d'après-guerre. Ouais, Ankara déterminé. On le disait en quelques mots, Déborah, Jared Kushner est en Israël. Double pression là pour le gouvernement Netanyahou, celle de Washington et puis évidemment celle toujours des familles endeuillées. Oui, la pression également du côté américain. Benjamin Netanyahou qui a donc rencontré Jared Kushner aujourd'hui. Ce sujet des 200 terroristes qui étaient à l'ordre du jour. Jared Kushner aurait même dit à Benjamin Netanyahou que les États-Unis souhaitent laisser passer les terroristes sans armes. De toute façon, selon des sources américaines, les États-Unis auraient donné déjà leur parole que les terroristes qui sont coincés à Rafah bénéficieraient d'un passage sûr après le retour d'Hadar Goldin. Donc cette pression côté américain et effectivement des familles endeuillées qui ont aussi adressé un courrier à Jared Kushner et Steve Witkoff pour leur demander de ne pas laisser sortir les terroristes. Merci beaucoup Déborah Benayoun pour toutes ces précisions en direct ce soir du sud d'Israël, tout près de la bande de Gaza. On va se tourner également vers notre expert défense. Bonsoir Mathias Inbar. Alors Mathias, pour comprendre avec vous ce jeu de pression, on constate que la Turquie n'a pas dit son dernier mot. Elle forme comme si de rien n'était 2000 soldats quand même en vue d'intégrer cette fameuse force internationale.
Oui David, et en fait, et beaucoup se posent la question de savoir pourquoi il y a un tel intérêt américain à gracier à ce qu'Israël grâce à ces terroristes. Normalement, il n'y en a aucun d'intérêt américain, sauf que tout se joue autour d'Ankara, tout se joue autour d'Erdogan, parce qu'Erdogan sent bien que son rôle est crucial, notamment sur le dossier syrien. Comme par hasard, Al-Shara, le président syrien, est actuellement à la Maison Blanche. Il est reçu par Donald Trump et la Turquie joue un rôle essentiel dans le dossier du rapprochement entre la Syrie et Israël. Et la Turquie, qui comme par hasard, depuis quelques jours, a lancé une campagne agressive de communication anti-israélienne et pro-Hamas. Donc on comprend bien véritablement qu'Erdogan saisit l'opportunité, saisit la chance et met en avant tous ses pions. À cela rajouter, bien évidemment, l'argent des pétrodollars qataris et l'ego, parce que c'est une évidence du président américain qui ne veut pas qu'il y ait un échec de ce plan Trump. Bien, vous comprenez pourquoi. Eh bien, le Jared Kushner est actuellement en Israël et surtout, il y a un intérêt américain à ce que ces terroristes soient, en anglais, pardon ou graciés. Pour l'instant, on en est là. Attention, effectivement, le gouvernement et l'armée israélienne n'ont pas dit leur dernier mot. Israël va devoir donc effectivement céder sur ces 200 terroristes. Mathias, en tout cas, si Israël met son veto à la Turquie, donc la Turquie serait out de cette force. L'Égypte in, en revanche, on voit bien que l'Égypte fera a priori partie de cette force. Ce serait un moindre mal, vous pensez, pour Israël, ça ? Comme par hasard, d'ailleurs, l'Égypte qui déclare aujourd'hui qu'elle ne graciera pas les terroristes du Hamas qui partiraient de la bande de Gaza. Vous savez, l'Égypte actuellement, au Caire, il y a des terroristes du Hamas qui ont été expulsés des prisons israéliennes, envoyés en Égypte, qui étaient dans les hôtels jusqu'à présent, et l'Égypte leur a demandé de trouver un autre endroit à leurs frais. Et l'Égypte qui aujourd'hui même, alors que la Turquie favorise le soi-disant rôle positif du Hamas pendant cet accord Trump, alors que le Hamas viole le cessez-le-feu, l'Égypte dit « je n'accueillerai pas, je ne gracierai pas les terroristes du Hamas qui partiraient de Gaza et qui voudraient se loger en Égypte ». Donc l'Égypte, en fait, elle a toujours joué un double jeu, ça c'est une évidence, vous le savez aussi bien que moi David, jusqu'à présent. Mais l'Égypte tente de montrer qu'elle est différente des frères musulmans, elle est différente de Recep Tayyip Erdogan, et là il y a un jeu véritablement géopolitique entre les deux puissances. D'un côté on a les Turcs, de l'autre on a la puissance arabe, chacun veut essayer de montrer les crocs. Encore une fois, il y a toujours ce double jeu du Qatar. Tout cela fait que la situation est complexe. Est-ce que j'ai le temps ? Oui. Vraiment 20 secondes pour parler vous avez le temps, Mathias, parce que c'est ça, parce qu'en quelque part on comprend que ça se joue entre Israël et la Turquie pour le remodelage de ce nouvel équilibre des forces au Moyen-Orient. Je vous laisse conclure peut-être sur ça et sur ce que vous vouliez dire. C'est en fait, il y a la Turquie, il y a l'Égypte, il y a le Qatar et il y a les commissions d'enquête. Pourquoi c'est important ce que je dis ? Parce que ça aussi c'est un acteur essentiel dans l'après-guerre. Aujourd'hui, le général Sami Toujmani hier, a remis le rapport. Aujourd'hui, il a été remis au forum d'état-major et il a été question justement pour la première fois, le chef d'état-major a dit que il ne souhaite pas une commission d'enquête nationale, mais véritablement interne, et des têtes pourraient tomber. Et ça, c'est très important dans l'après-guerre, bien plus que ne le joue éventuellement Qatar, l'Égypte ou la Turquie. Effectivement, c'est capital et on espère pouvoir suivre tout cela de très près avec vous, Mathias Inbar. Merci beaucoup, Mathias, pour cette analyse ce soir en direct. On va évoquer à présent les 4 otages dont les corps restent encore à restituer depuis le retour hier de la dépouille de Hadar Goldin. Combien de temps l'attente va-t-elle encore se prolonger ? La crainte des familles concernées, celle d'un bras de fer entre le Hamas et le djihad islamique, on en parle moins, faction rivale qui détient 2 d'entre eux et qui serait tentée de défier le Hamas. On tente d'y voir plus clair d'abord avec Loïc Técher, je crois. Mehdi Godard, Ran Gvili, Dror Or et Sutis Grintalak, voilà les noms et visages des 4 derniers otages. Leurs corps sont toujours retenus à Gaza, dont 2 par le djihad islamique. D'après certaines sources, l'organisation terroriste retarderait volontairement leur libération en défiant le Hamas. La Turquie ferait pression sur demande des États-Unis pour obtenir leur transfert à la Croix-Rouge. Pour les familles des victimes, le calvaire continue, l'attente également. Les proches demandent au public de continuer à les soutenir. D'un côté, c'est un véritable tourbillon d'émotions. Chaque personne qui revient, c'est un morceau de notre cœur qui revient. De l'autre, c'est la peur
La peur d'être abandonné, oublié, la peur que papa ne revienne pas. Tout me paraît si fragile. Je savais que nous serions parmi les derniers, mais j'ignorais à quel point. C'est la peur d'être laissé pour compte qui m'obsède. Je n'ai plus de mots, je vis épuisée. Au-delà de la douleur personnelle, des liens profonds se sont tissés entre les familles, comme l'explique Chirac Vili, dont le frère Ran a été tué le 7 octobre au sujet des familles Or et Godard. Ce sont des familles formidables. Nous avons parlé de la nécessité de nous unir, mais chaque jour compte. Chaque jour, nous risquons de nous retrouver seuls face à l'adversité. Les 4 otages restants auraient tous été tués le 7 octobre à Aloumim, où le policier Ran Vili, 24 ans, s'était rendu le matin même de l'attaque. Depuis l'hôpital Soroka de Beersheva, où il attendait d'être opéré, les autres captifs ont tous été assassinés à Be'eri. Meni Godard avait 73 ans, tué sous les yeux de sa femme, dont le corps a été retrouvé 2 semaines après l'attaque. Dror Or, 48 ans, laisse derrière lui son épouse, également abattue, ainsi que 3 enfants, dont 2 ont été capturés par le Hamas, puis libérés lors du premier accord en novembre 2023. Enfin, Sutissa Grintalak était quant à lui âgé de 43 ans au moment du drame. Ouvrier agricole thaïlandais, il était arrivé en Israël pour faire vivre sa famille restée au pays. Cueilleur dans le nord d'Israël, il avait été affecté près de Gaza, 3 mois avant sa mort. Alors, 24 heures après le retour du corps de Hadar Goldin et à la veille de son enterrement, c'est l'occasion de revenir sur le parcours de ce héros de Tsahal. Et on reçoit ce soir son ancien commandant de l'époque, le colonel de réserve Elie Gino. Bonsoir et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On imagine d'abord l'émotion hier suite au retour du corps, suite à l'identification. Qu'est-ce que vous avez ressenti personnellement hier? Bonsoir. Bien sûr, une énorme émotion. Ce que j'ai ressenti, c'était surtout un cercle qui se referme, comme une dette très lourde qui pesait sur moi comme son commandant et sur notre société, sur notre armée, face à la famille et face aux prochains soldats qui s'enrôlent à l'armée et qu'ils sachent qu'on les ramènera toujours à la maison et à tout prix. Effectivement, ce message de détermination qu'on a beaucoup entendu hier. Alors, vous avez côtoyé Hadar Goldin au plus près. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent à l'esprit lorsque vous pensez à lui? Hadar était... c'était un cadet que j'ai fait entrer en cours d'officier et il était brillant, on le voyait, on le remarquait et pendant ses premières fonctions, il a été le commandant de jeunes combattants dans le bataillon Givati et il devait ensuite recevoir un groupe de combattants sous ses ordres. Il a été choisi parce qu'il était vraiment excellent dans son travail. On était en pleine guerre. Et on ne l'a pas remplacé, on a attendu. Malheureusement, pendant la guerre, il était en attente de fonction, en fait. Il n'avait pas encore de rôle. C'est ça, on parle de courage, on parle d'un jeune officier qui était dévoué. Il savait justement transmettre ça, quelque part ce don de soi, cet amour du pays aux jeunes qui servaient sous ses ordres. Absolument. Hadar Goldin était un officier qui avait des valeurs et au sens le plus profond du terme. C'était quelqu'un qui écrivait, qui avait un slogan que des commandants qui le suivent jusqu'aujourd'hui avec courage et modestie. Et c'était exactement ça. Et donc, il se comportait comme il le disait, toujours avec modestie et excellence. Et il a montré qu'on pouvait être aux commandes, être commandant, mais de manière noble et avec des valeurs de respect. Alors c'est ça, la noblesse des valeurs. Parce que pour rappeler à tous ceux qui nous regardent depuis l'étranger, en Israël, on fait la guerre parce qu'elle nous est imposée. Malheureusement, c'est pas un plaisir. C'était un artiste, Hadar Goldin. C'était un jeune homme qui prônait l'unité. C'est ça aussi, un soldat israélien, un jeune soldat israélien, c'est toutes ces valeurs à la fois et en même temps le courage d'aller se battre contre le terrorisme. Tout à fait. Il montrait cela aussi dans sa famille. Sa famille est une famille qui sert à l'armée, qui aime Israël. C'était un homme qui était aussi, qui adorait l'art et il faisait le lien entre toutes les extrêmes. C'était l'unité
qu'il voulait. Et les combattants qui ont grandi après lui ont toujours défendu ces valeurs d'unité. J'imagine que vous y serez demain à l'enterrement avec la douleur, peut-être aussi une part de soulagement de savoir qu'il se trouve en repos. Pour vous, ce serait quoi, pour conclure, l'héritage d'Hadar Goldin pour les jeunes qui servent en ce moment d'ailleurs et qui vont bientôt s'engager dans les rangs Givati, dans les rangs de l'armée israélienne? Eh bien, demain, ce sera un moment émouvant qui conclura cette histoire qui était beaucoup trop longue. Et je crois que les valeurs qu'il laisse aux combattants, ce sont ceux de l'humilité, de l'amour du pays. Et c'est aussi qu'il a été tué au combat, ce n'était pas un accident. Et donc il est mort au combat pour la patrie, pour l'État d'Israël, pour trouver un tunnel de terroristes. Et il a été tué. Vraiment, il s'est sacrifié pour le peuple d'Israël. 11 ans d'attente, il restera évidemment une figure pour l'ensemble du pays. Merci beaucoup à vous, colonel Eli Gino, d'être venu ce soir sur notre plateau. Vous étiez donc l'ancien commandant de Hadar Goldin. Merci à Gisèle Labazon pour la traduction. Et l'actualité sécuritaire, c'est aussi plus au nord. Nouvelle frappe attribuée à Tzal qui a ciblé ce matin dans le sud du Liban le chef d'une milice chiite opérant sous les ordres de l'Iran. Les médias libanais rapportent qu'il s'agit d'Abou Ali Samir Fakia, commandant de la brigade Imam Hussein, obéissant donc au corps des gardiens de la révolution islamique iranien. Israël qui poursuit ses efforts pour freiner, comme on le sait, la reconstruction du Hezbollah et de ses alliés. L'armée libanaise, pour sa part, se dit confiante dans sa capacité à déclarer le sud du Liban zone libre d'armement du Hezbollah. Un défi d'ici à la fin 2025, conformément à l'accord de cessez-le-feu qui avait mis fin l'année dernière au combat. Alors ici, le Hezbollah fait tout pour reconstituer ses forces. Eh bien, c'est grâce essentiellement au soutien de son parrain, Téhéran, l'Iran, qui voit dans la milice libanaise un pion essentiel dans le cadre de sa confrontation avec Israël. Confrontation qui pourrait bientôt à nouveau se matérialiser par une reprise concrète des hostilités. C'est en tout cas la conclusion du New York Times, pour qui il s'agit uniquement d'une question de temps. Alors pourquoi et comment? Alexandre Riaï. Ce n'est qu'une question de temps. Pour le New York Times, une nouvelle guerre entre Israël et l'Iran est inévitable. Dans son article « L'impasse dangereuse concernant le programme nucléaire iranien », le quotidien américain estime que la guerre des 12 jours en juin dernier n'a pas éliminé la menace iranienne. Le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran, suffisant pour fabriquer 11 bombes nucléaires, est soit enfoui sous les décombres, comme l'affirme l'Iran, soit il a été mis à l'abri, comme le pensent les responsables israéliens. En parallèle, selon plusieurs sources, la République islamique continue de développer un nouveau site d'enrichissement, baptisé Montagne de la Pioche. Un site dont elle interdit l'accès aux inspecteurs internationaux. Conséquence, Israël envisagerait de nouvelles frappes contre l'Iran. Israël estime que le travail n'est pas terminé et ne voit aucune raison de ne pas reprendre le conflit. L'Iran redouble donc d'efforts pour se préparer à la prochaine manche. Autre point qui pourrait pousser Israël à frapper, Téhéran aurait massivement accru sa production de missiles balistiques. Selon le New York Times, l'objectif est clair, en envoyer 2000 d'un seul coup pour saturer les défenses israéliennes. Ce chiffre est 4 fois supérieur aux 500 missiles tirés en 12 jours lors du précédent conflit. Le blocage persistant entre Washington et Téhéran autour du dossier du nucléaire iranien pourrait lui aussi précipiter une escalade. L'accord de 2015 conclu entre l'Iran, les États-Unis et les puissances européennes a récemment expiré, entraînant le retour de sévères sanctions économiques contre Téhéran. Le New York Times assure que les dirigeants iraniens restent profondément divisés sur la stratégie à adopter. Certains souhaitent reprendre le dialogue avec Washington, convaincus qu'un nouvel accord est indispensable au redressement économique du pays. D'autres privilégient la confrontation. Ils estiment inutile toute discussion avec Donald Trump, qui avait retiré les États-Unis de l'accord en 2018 pendant son premier mandat. Mais un point fait consensus au sommet du pouvoir iranien. Une nouvelle escalade avec Israël paraît désormais inévitable. Et tout cela qui nous donne l'image d'un Moyen-Orient en mouvement permanent. Oui, tout va parfois très vite, trop vite peut-être. À peine Bachar el-Assad évincé du pouvoir en Syrie que les États-Unis voient en son successeur un potentiel allié. Et peu importe apparemment qu'il s'agisse d'un ancien chef djihadiste. Direction Washington cette fois-ci. Bonjour Antoine Delard, notre correspondant Antoine. Ahmad al-Shara est donc à la Maison-Blanche. On a vu les images, visite historique, malgré les doutes, les zones d'ombre qui entourent toujours sa personnalité.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que cette visite, elle se fait sans caméra ni appareil photo. D'habitude, lorsque Donald Trump reçoit un dirigeant à la Maison-Blanche, il ouvre le bureau ovale pour un échange avec la presse qui peut durer d'ailleurs assez longtemps. Cette fois, pas du tout. Le bureau ovale est resté fermé aux journalistes. On a simplement eu une image assez furtive des caméras de télé américaines qui ont filmé le président syrien de sa voiture et qui rentre par une porte un peu dérobée de la Maison Blanche. On voit donc que côté américain, on ne veut pas trop en faire autour de cette visite. Alors néanmoins, cette visite, vous l'avez dit, elle est historique. C'est la première fois qu'un président syrien est reçu à la Maison Blanche. Et puis surtout pour Al-Shara, personnellement, c'est un retournement de situation absolument spectaculaire. Il y a un an encore, il était considéré comme un dangereux terroriste. Sa tête était mise à prix par les États-Unis. Et aujourd'hui, il est reçu par Donald Trump dans le bureau ovale. Un retour en grâce, donc vraiment spectaculaire, qu'il doit notamment à ses bonnes relations avec Donald Trump. On sait que le président américain l'apprécie particulièrement. Les deux hommes se sont d'ailleurs déjà rencontrés. C'était en mai dernier lors d'une tournée de Trump dans les pays du Golfe. Alors, l'enjeu pour Al-Shara, maintenant qu'il a réussi à briser l'isolement de son pays, c'est de trouver de l'argent pour financer la reconstruction de la Syrie qui est ravagée après 13 ans de guerre civile. Les besoins sont colossaux. On parle de 216 milliards de dollars pour réussir à attirer des investisseurs. Al-Shara, pendant sa visite aux États-Unis, espère obtenir la levée totale des sanctions américaines. Ces sanctions ont été suspendues par le Sénat, mais pas totalement levées. Et donc Al-Shara espère une levée définitive. Et puis, pour montrer sa bonne volonté à Donald Trump, le président syrien, aujourd'hui, devrait signer avec le président américain un accord pour s'engager dans la coalition internationale anti-djihadiste menée par les États-Unis. De son côté, Washington envisage d'ouvrir une base militaire du côté de Damas. Les deux hommes devraient aussi parler pendant leur entretien qui est toujours en cours des relations avec Israël. Donald Trump pousse la Syrie à rejoindre les accords d'Abraham. Pour le moment, Al-Shara est assez réticent. Il veut d'abord se concentrer sur un accord de sécurité avec l'État hébreu, accord qui prévoirait le retrait d'Israël du sud de la Syrie, une zone que Israël occupe depuis la chute de Bachar el-Assad. Alors, en tout cas, deal de Donald Trump, de plus, urgence financière pour la Syrie contre la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup Antoine Hollard depuis Washington en direct ce soir. Nous sommes en ligne avec un expert, le docteur Joël Parker. Bonsoir et merci à vous, chercheur au centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient. Alors vos impressions d'abord sur cette visite. Est-ce que vous pensez qu'au fond de lui, il doit quelque part sourire Al-Shara? Peut-être qu'il se dit que les Occidentaux sont un petit peu naïfs ou bien il a vraiment tourné la page pour vous du djihadisme? Je pense que l'Amérique a ses propres intérêts en Syrie. Et je pense que ces intérêts sont aussi, d'une certaine manière, à la recherche d'une opportunité. Bien sûr qu'il y a un risque. Le nouveau président temporaire, Ahmad al-Shara, est potentiellement un lion libre. On sait quel est son passé. Il est ce qu'il est. Mais le président Trump regarde l'avenir. Et il voit que la Syrie a beaucoup d'alliés forts, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et même la Turquie, qui sont prêts à reconstruire et à aider à reconstruire la Syrie. Les États-Unis veulent participer à ça. Les États-Unis, ils voient que c'est de leur intérêt d'avoir une Syrie forte et stable. Et si Ahmad al-Shara est la personne qui va permettre à cela de se passer, Trump est prêt à travailler avec lui. Alors c'est ça, donc une forme de pari, effectivement. C'est une habitude peut-être historique pour les États-Unis de transformer un ancien ennemi en allié, voire en ami. On se souvient de l'Allemagne, du Japon, il y a quelques décennies. Bien sûr. Et ici, la clé, et ce qu'il faudrait observer, c'est le fait que la Syrie d'aujourd'hui a vu une chute importante de la violence. Oui, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes en Syrie, c'est sûr. Certains de ces problèmes sont en rapport à la pauvreté, au trafic de drogue, mais le problème de la violence, qui était le plus grand problème de la Syrie depuis 15 ans et même 50 ans en arrière, le problème de la violence est devenu beaucoup plus gérable. La situation aujourd'hui est bien meilleure objectivement que ce n'était le cas il y a un an. Et je pense que là, en tant que tel, c'est la preuve qu'il y a des progrès qui ont eu lieu ici et c'est important d'encourager ces progrès-là. Donc encourager le progrès. Alors il est question quand même d'un accord sécuritaire Syrie-Israël et on comprend l'intérêt pour la Syrie qui va bénéficier d'une aide américaine, aussi peut-être de garanties sécuritaires. Mais pour Israël, d'après vous, qu'est-ce qu'on y gagne côté israélien?
Écoutez, Israël va devoir monter sur le bateau. Je crois vraiment que c'est le cas. Honnêtement, Israël est un peu trop sur le côté ici. Je pense qu'en fait, le premier accord entre Israël et la Syrie sera certainement très modeste, minimal, surtout une reconnaissance du statu quo que nous avons aujourd'hui. Et je crois qu'Israël pourrait obtenir bien davantage que cela. Israël devrait être beaucoup plus proactive pour essayer de travailler avec Donald Trump et même communiquer directement avec Ahmed al-Shara pour dire, écoutez, nous voyons la manière dont tourne le vent et nous voulons aller dans ce sens aussi. Il y a là des occasions et des opportunités qu'Israël pourrait obtenir si Israël allait plus vite. L'accord de base sera tout petit, c'est évident, parce que Israël n'est pas pour l'instant assez actif. Ouais, en tout cas, peut-être un pas vers une normalisation à terme. D'ailleurs, on parle aussi d'une base américaine en Syrie. Est-ce que vous pensez, pour conclure, que ça limiterait peut-être le rayon d'action de Tsahal en Syrie? On sait que c'est très important, notamment pour l'invasion de Tsahal ces derniers temps. Je crois que Trump est en train de limiter Tsahal sur beaucoup de fronts. L'administration Trump a décidé de limiter Israël à Gaza. Et tout le monde le sait, l'administration Trump essaie de freiner Israël en Cisjordanie, en Judée, en Samarie. Et l'administration Trump veut aussi limiter Israël en Syrie. L'administration Trump a décidé que Tsahal et Israël peut se baser sur l'armée pour créer une politique. L'armée est là pour défendre les Israéliens, c'est très bien, mais Israël ne peut utiliser l'armée que comme outil, ne peut pas l'utiliser comme outil de diplomatie tout le temps et partout. Donc une limite au rayon d'action israélien. Merci beaucoup à vous, Dr Joël Parker, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. Et tout cela qui nous mène tout droit à l'édito du jour. C'est parti. Alors, on note l'empressement des Occidentaux à dérouler le tapis rouge au nouveau leader syrien Al-Shara, tout en le ménageant, tout en levant les sanctions imposées à son pays. Bonsoir Christian Ballard, c'est votre édito ce soir, notre consultant diplomatique à Paris. Vous voyez d'un mauvais œil, vous, ce début de normalisation avec un ancien terroriste de Daesh, mais vous craignez encore plus peut-être la venue prochaine à Washington du prince héritier saoudien MBS. Avec un Benyamin Netanyahou opposé à la création d'un État palestinien, il est évident que l'Arabie saoudite et son prince héritier, Mohammed bin Salman, que nous appellerons MBS, n'offriront pas de perspective de normalisation des rapports entre Israël et l'Arabie saoudite dont rêve Donald Trump. Le président américain met la pression dans ce sens. Il sait que l'instauration de relations diplomatiques entre les deux pays, après des années d'inimitié, bouleverserait l'échiquier politique du Moyen-Orient et renforcerait l'influence américaine dans la région. Mohammed bin Salman vient de faire savoir à nouveau qu'il ne signera un accord que le jour où il y aura une trame stipulant un accord pour un État palestinien. Donald Trump croit peut-être naïvement que l'Arabie saoudite, à la différence des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc, qui ont signé les accords d'Abraham, va brûler l'étape de l'État palestinien. Il se trompe. Pour MBS, la normalisation sera plus qu'un accord. Il y a là toute une symbolique autour de l'Arabie saoudite, pays des lieux saints de l'islam, avec Médine et la Mecque. L'Arabie saoudite exige toujours un retrait israélien de Gaza, un déploiement d'une force internationale et le contrôle de Gaza par l'autorité palestinienne. MBS est beaucoup plus, lui, en faveur d'un pacte de défense avec protection militaire américaine. Donald Trump, quant à lui, au nom du business, est soucieux de livrer des avions furtifs F-35 très sophistiqués à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un pacte de défense. D'ailleurs, le lien entre le pacte de défense, la normalisation des rapports entre Israël et l'Arabie saoudite et l'État palestinien constitue une équation des plus complexes. Donald Trump pourrait sacrifier, dit-on, l'hypothétique normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite au profit de la vente des F-35 qui inquiète à juste titre Israël face au risque de transfert de technologie vers des pays comme la Chine et la Russie, sans oublier que l'Arabie saoudite a opéré un rapprochement avec l'Iran depuis mars 2023. Dans ce contexte, on comprend qu'Israël veuille garder sa supériorité aérienne dans la région
d'autant plus que se profile à l'horizon une nouvelle guerre entre Israël et l'Iran, et on l'a dit maintes fois sur l'antenne de I24 News. Et effectivement, on l'a dit d'ailleurs tout pas plus tard que tout à l'heure. Merci beaucoup Christian Mallard pour cet édito depuis Paris. On va rester dans le domaine de la diplomatie. Mahmoud Abbas, invité à l'Élysée une fois de plus. Visite officielle, le leader palestinien sera reçu demain par Emmanuel Macron. Sur la table, la mise en œuvre du plan de paix au Moyen-Orient. Bonsoir Anna Papiachvili dans nos studios parisiens. Alors Anna, des entretiens qui s'inscriveront aussi dans la continuité quelque part de la reconnaissance par la France, on s'en souvient en septembre dernier, d'un État palestinien virtuel. Bonsoir, oui, c'est un pas de plus, à un mois et demi après la reconnaissance par la France d'un État palestinien. C'était à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York par Emmanuel Macron. Alors Mahmoud Abbas est arrivé en France ce soir. Il a été accueilli par le ministre français de l'Intérieur Laurent Nunez et il commencera donc sa visite d'État demain pour 2 jours. Demain, justement, il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. C'est ce que l'Élysée a publié dans un communiqué, justement dans ce texte. Mahmoud Abbas est désormais qualifié de président de l'État de Palestine, la France ayant donc officiellement reconnu un État palestinien. Lors de cette rencontre, Emmanuel Macron réaffirmera l'attachement de la France à la pleine application de l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu à la poursuite d'un accès continu de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Alors les deux hommes devraient également évoquer les prochaines étapes de ce plan de paix, notamment dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance, de la coordination, la reconstruction en lien avec les partenaires arabes et internationaux afin de préparer, je cite, le jour d'après. Mahmoud Abbas et Emmanuel Macron devraient aussi donner une conférence de presse demain, donc en fin de journée, et ils aborderont la question de la réforme de l'autorité palestinienne, qui est une condition essentielle au retour durable de la stabilité, à l'émergence d'un État palestinien viable, selon les mots du communiqué de l'Élysée. Cet État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël, et notamment les engagements, de réaffirmer les engagements du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans la lettre qu'il avait envoyée à Emmanuel Macron le 9 juin dernier. Donc, lutter concernant l'enseignement dans les manuels scolaires et puis aussi revenir sur le paiement des terroristes palestiniens en prison. Et puis, mercredi, donc après la rencontre avec Emmanuel Macron, Mahmoud Abbas sera reçu par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Après un entretien en tête-à-tête, ils échangeront avec une délégation parlementaire transpartisane. Voilà, Mahmoud Abbas qui est arrivé apparemment dans la soirée à Paris. Merci beaucoup, Anna Papiachvili. En tout cas, cette visite pose question, ça tombe bien, on va les poser à notre analyste. Parce qu'on attend également à l'occasion des entretiens Abbas-Macron des discussions sur la manière de réformer une autorité palestinienne rongée par la corruption. Bonsoir Maurice Ifergan. Paris en tout cas veut jouer un rôle moteur, on le voit bien, au Proche-Orient. Ça reste compliqué dans les faits. Oui, parce que le problème c'est qu'on a affaire à une alliance entre deux losers. Le président Emmanuel Macron qui n'a que 11% de soutien en France et le président de l'autorité palestinienne qui est reçu comme le président de la Palestine par Emmanuel Macron, qui lui est un peu mieux, il a 19% d'avis favorables. Vous voyez que ce sont deux personnes qui n'ont plus de base politique réelle, d'autant que Mahmoud Abbas, lui, est déjà dépassé les 90 ans, donc je ne vois pas quel peut être l'avenir. En tout cas, il va être question, bien entendu, de la réforme de l'autorité palestinienne qui n'a aucune chance d'être mise en œuvre avec un Mahmoud Abbas déjà à l'âge de la retraite. Finalement, je crois que ce que Emmanuel Macron veut obtenir de l'autorité palestinienne, c'est une aide humanitaire constante dans la bande de Gaza. Or, Mahmoud Abbas n'a rien à voir sur cette question. C'est toujours les Américains qui décident de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Il y aura bien entendu la question de la gouvernance dans la bande de Gaza. Cette question-là, Emmanuel Macron aimerait beaucoup imposer Mahmoud Abbas. Le problème, c'est que pour le moment, Mahmoud Abbas n'est pas du tout soutenu
par sa population dans les territoires. Donc vous dites quelque part on brasse du vent. Alors parlons lutte maintenant contre le terrorisme, Maurice. La question de la peine de mort contre les terroristes, elle est en débat. Elle était en débat aujourd'hui à la Knesset au Parlement à Jérusalem. Alors surprise ou pas, le parti orthodoxe d'Égel Torah, lui, il s'oppose frontalement au texte. Oui, mais cette question de la peine de mort pour les terroristes a fracturé la Knesset pratiquement avec des alliances extrêmement bizarres. Vous l'avez dit, le parti ultra-orthodoxe ashkénaze d'Égel Torah refuse de voter pour cette loi alors qu'il fait partie de la coalition, une loi présentée par Ben Gvir, mais il a fait alliance sur cette question-là avec Ahmed Tibi, un des responsables des partis arabes israéliens. Donc il y a une alliance contre nature qu'on arrive difficilement à comprendre. Mais il y a d'autres alliances qu'on n'arrive pas à comprendre sur cette question de la peine de mort. Par exemple, Ben Gvir associé avec Dor Lieberman. Ben Gvir de la majorité, avec Dor Lieberman de l'opposition. Tous les deux ont déposé un projet de loi sur la peine de mort pour les terroristes et ils espèrent avoir une majorité parce qu'il y a une autre coalition qui se forme, la coalition des indécis. Le parti Chasse n'a pas pris de décision, Yesh Atid peut-être va s'abstenir et le parti sioniste religieux ne sait plus où il en est puisqu'il veut voter contre la majorité alors qu'il est dans la majorité, mais sur cette question-là, sur la loi, sur la peine de mort pour les terroristes, il se pourrait qu'il fasse une abstention et qu'il vote avec la majorité. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle en hébreu un balagan total à la Knesset sur cette question. Un balagan et calcul politique, évidemment. Alors un chiffre pour finir, Maurice. Ce chiffre, c'est 5667. Voilà, c'est le total cette année des appels d'offres pour la construction en Judée-Samarie, record absolu. De quoi accueillir 25 000 nouveaux habitants. Et ça ne plaît pas à Shalom Arshav. Non, ça ne plaît pas du tout, d'autant que dans ces projets de construction, 19 projets de construction dans les territoires, en Judée et Samarie, on comprend 2 projets qui concernent ce qu'on appelle la zone E1, c'est-à-dire un secteur qui relie Jérusalem, la capitale, à Malé-Adoumi dans les territoires, et qui diviserait effectivement les territoires de Cisjordanie de façon totalement grave, parce qu'il n'y aura plus de continuité territoriale entre la Cisjordanie, entre la Samarie et la Judée, ce qui fait qu'il n'y aura peut-être pas de possibilité de créer un État palestinien. Ça énerve beaucoup, bien entendu, Shalom Arshav, mais aussi les Américains qui sont contre ces projets de construction dans le secteur E1. Mais je voudrais quand même vous signaler quelque chose. Nous sommes en pleine saison de récolte des olives, septembre, décembre. Dans les territoires, ça a toujours été une période extrêmement tendue. Il y a une hausse des tentatives d'attentats, mais aussi des affrontements entre colons et habitants des territoires, ce qui fait que la tension est à son extrême et on se demande si Tsahal ne doit pas intervenir pour calmer la situation. Ce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sympathisants du Hamas et d'organisations terroristes en Judée et Samarie qui n'attendent que ça pour créer un nouveau problème et une bombe à retardement. Situation tendue, le dernier clou du cercueil d'un État palestinien, c'est ce qu'a dit Bezalel Smotrich, le ministre des Finances. Merci beaucoup, Maurice Ifergan, pour toutes ces analyses. Quelques mots sur une autre visite étrange, celle-ci, celle de l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. Vous la voyez, elle est en Israël, elle est en Palestine, dit-elle, avec pour mission de dénoncer, je cite, la colonisation et le génocide. Une présence qui a provoqué incompréhension et indignation. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le député israélien du Likoud, Boaz Bismuth, qui dit avoir alerté la police des frontières. Il a réagi à cette visite pour i24 News. On écoute. J'ai alerté la police des frontières ainsi que le ministère des Affaires étrangères concernant l'arrivée de Manon Aubry qui se trouve actuellement à Ramallah. Et dès qu'elle se présente à la frontière israélienne, elle sera interpellée, expulsée immédiatement du territoire. Elle ne ternira pas cette terre, cette magnifique terre d'Israël, après avoir diffamé notre pays, en fait des insultes, des accusations mais graves, très graves, des mensonges contre notre pays, comme j'ai fait avec Rima Hassan, la même chose pour Manon Aubry. Manon Aubry ne rentrera pas en Israël et sera expulsée immédiatement. Voilà, fermeté de Boaz Bismuth, député Likoud. Le reste maintenant de l'actualité, c'est parti pour l'info chrono.
Fini la prison pour Nicolas Sarkozy. Après 21 jours passés derrière les barreaux, l'ancien président français est sorti ce lundi de la prison de la Santé. Il est désormais placé sous surveillance judiciaire, condamné pour association de malfaiteurs dans le cadre du financement libyen, présumé de sa campagne en 2007. Il attend son procès en appel prévu pour mars prochain. Précision, la Cour d'appel de Paris lui interdit d'entrer en contact avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, ou avec d'autres hauts responsables judiciaires. Cette vague de démissions au sommet de la BBC, Tim Davie, le directeur général, Deborah Turness, la directrice de l'information, quittent la chaîne britannique à la suite d'une succession de scandales. Les accusations de désinformation et d'alimentation de l'antisémitisme s'étaient multipliées ces derniers temps. Des lanceurs d'alerte avaient recensé notamment de nombreux exemples de partialité flagrante anti-israélienne dans la couverture du conflit à Gaza. Et puis indignation dans le sud-ouest de l'Allemagne, une cérémonie en mémoire de la nuit de cristal perturbée par un groupe de jeunes. Ces derniers ont proféré des insultes et des cris hostiles. L'un d'entre eux, âgé de 17 ans, a été arrêté après avoir tenté de mettre le feu à un drapeau israélien. Aucun blessé fort heureusement n'est à déplorer. Cette date du 9 novembre qui marque, on le rappelle, l'anniversaire des pogroms anti-juifs de 1938. Allez, on va poursuivre notre dossier de la semaine. Coup de projecteur sur la Turquie et ses ambitions. Deuxième volet tout de suite. On se souvient encore de la proximité, de l'amitié même entre Israël et la Turquie. Et oui, les relations avaient même culminé avec des exercices militaires communs jusque dans les années 2000. On garde aussi en mémoire la visite à Jérusalem de Recep Tayyip Erdogan en tant que Premier ministre à l'époque, Yad Vashem, et le siège du gouvernement israélien. C'était sous Ariel Sharon. Bref, une autre époque impensable aujourd'hui. Alors, comment l'idylle a-t-elle tourné à la débâcle diplomatique? Retour sur les temps forts et les paradoxes de cette relation avec Alexandre Riahi. 76 ans d'espoir et de rupture. Les relations entre Israël et la Turquie débutent en 1949. Ankara devient le premier pays musulman à reconnaître officiellement l'État hébreu. Pendant des décennies, les deux pays coopèrent étroitement. Échanges militaires et économiques, tourisme en plein essor. En 2005, le président israélien Moshe Katsav et le chef du gouvernement Ariel Sharon reçoivent le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan à Jérusalem. L'alliance est solide jusqu'à la fin des années 2000. Le tournant a lieu en 2009. Un duel épique oppose Recep Tayyip Erdogan, toujours Premier ministre, au président israélien Shimon Peres à Davos. Erdogan coupe Peres, dénonce la politique israélienne à Gaza. Il quitte la scène. L'image fait le tour du monde et symbolise la rupture. Un an plus tard, le divorce est consommé. En mai 2010, l'assaut israélien contre la flottille dite humanitaire du Mavi Marmara débouche sur la mort de plusieurs militants turcs. Les conséquences sont immédiates, rappel des ambassadeurs, gel des relations diplomatiques, suspension de la coopération militaire. Seuls les échanges économiques survivent. Après 6 ans de brouille, Israël et la Turquie normalisent à nouveau officiellement leurs relations en 2016. Mais l'embellie ne dure pas. En 2018, après de nouveaux incidents à Gaza, les ambassadeurs des deux pays sont à nouveau expulsés. En 2022, après plus de 10 ans de tensions, surprise, le président israélien Yitzhak Herzog est reçu officiellement à Ankara. Un moment historique. Les deux pays relancent leur coopération dans tous les domaines. Le réchauffement se confirme encore en septembre 2023 lors d'une poignée de main inédite entre Benyamin Netanyahou et Erdogan à New York. Mais le 7 octobre fait à nouveau tout voler en éclats. Recep Tayyip Erdogan fait l'éloge du Hamas et accuse Israël de nazisme. Un an plus tard, Ankara suspend ses relations commerciales avec Jérusalem. Aujourd'hui, la Turquie affirme vouloir jouer un rôle dans une future force internationale à Gaza. Elle formerait actuellement jusqu'à 2000 soldats. Mais Israël refuse catégoriquement toute présence turque dans le territoire palestinien. Vous ne verrez Gaza qu'à travers des jumelles, assure le ministre israélien de la Défense au président turc Recep Tayyip Erdogan. Combien de temps à peu près ? Alors, une relation condamnée ou pas à rester tendue. On va plus loin avec Rémi Daniel ce soir. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes chercheur à l'INSS et spécialiste de la Turquie. Concernant peut-être d'abord en quelques mots le tournant, donc 2008-2009, l'opération Plomb durci à Gaza. Il y a eu un calcul simple de Erdogan, c'est-à-dire miser sur l'affaiblissement de l'image d'Israël pour se poser en défenseur de la cause palestinienne. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer en partie la tournure là, de la relation entre Israël et la Turquie ?
Il y a plusieurs éléments qui expliquent ce changement de 2008. Il y a des éléments d'abord en Turquie, parce que en Turquie même, l'institution qui était derrière les très bonnes relations entre Israël et la Turquie, c'était l'armée. Quand l'armée était affaibli par Erdogan, il s'est senti plus libre d'adopter la position qu'il voulait réellement, la position de soutien au peuple palestinien. Et après le début de l'opération Plomb durci de 2008, quand Erdogan a eu l'impression qu'Israël ne l'avait pas prévenu, ne l'avait pas suffisamment respecté, on a vu ce tournant avec des hauts et des bas et des changements assez nombreux et assez radicaux depuis cette année de 2008. Alors ce qu'on se demande aussi, Rémi Daniel, c'est en cas d'alternance politique en Turquie, ça fait très longtemps qu'Erdogan est en place, il y a une partie de l'opinion qui dirait oui à un renouveau des liens avec Israël, vous pensez ? Le problème actuel entre Israël et la Turquie va maintenant bien au-delà de Erdogan, de son parti ou de sa base. Et il faut bien comprendre que l'opposition, même l'opposition kémaliste, plutôt laïque, est elle aussi très pro-palestinienne. Ce qui est sûr, c'est que la position actuelle du président Erdogan est une position qui est extrême, non seulement parce qu'il attaque de manière très virulente Israël, mais aussi parce qu'il soutient non seulement les Palestiniens, mais plus précisément le Hamas. Un changement de la situation intérieure turque pourrait conduire à un changement dans ses nuances. Peut-être qu'on entendrait des mots un peu moins violents vis-à-vis d'Israël, peut-être que le soutien turc irait à l'autorité palestinienne et pas au Hamas, mais l'idée d'une très bonne ambiance chaleureuse entre Ankara et Jérusalem est plus un rêve qu'une idée très crédible en ce moment. En tout cas, alors l'avenir aussi de cette relation, elle passe peut-être par l'équilibre des forces en Syrie. On sait qu'au nord, la Turquie entend s'implanter et au sud, Israël entend conserver cette fameuse zone tampon. Attention, risque de tension, c'est là peut-être que ça peut se jouer ? C'est là que ça peut se jouer, en effet, et c'est vrai que lorsque nous avons assisté à la chute du régime d'Assad, c'était une des grandes craintes des Israéliens, les frictions possibles entre la Turquie et Israël. Si on veut voir le verre à moitié plein, il faut quand même dire que ça fait presque un an que cela dure et que les deux pays ont réussi à trouver un espèce de modus vivendi en parlant avec les Américains, en utilisant l'Azerbaïdjan comme intermédiaire et en discutant, parce qu'il y a encore un certain nombre de canaux de communication qui existent entre les deux pays. Mais c'est vrai, la question de l'avenir de la Syrie, à la fois de la présence de puissances étrangères et de l'orientation du régime syrien, va être une question dans laquelle on va voir les ambitions turques, un certain nombre aussi d'intérêts israéliens, et ils ne sont pas toujours partout convergents. Carrefour des enjeux. Concernant aussi, parce que c'est l'autre actualité du moment, c'est la tension autour de la force internationale pour Gaza. Israël ne veut pas de troupes turques, mais la Turquie fait comme si de rien n'était. Là, on a appris qu'elle forme 2000 soldats, 2000 combattants pour aller éventuellement dans la bande de Gaza. La Turquie essaye depuis assez longtemps d'avoir un rôle important dans la bande de Gaza, dans la crise qui a commencé le 7 octobre, et jusqu'ici, elle n'y arrivait pas. Et un certain nombre de changements, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui aime beaucoup Erdogan, un changement aussi de la part d'un certain nombre de dirigeants européens qui maintenant laissent Erdogan faire ce qu'il veut, la même chose du côté d'un certain nombre de pays arabes. Tout cela donne l'impression au président turc, avec raison, qu'il peut se permettre plus qu'auparavant et qu'il y a une carte à jouer pour lui à Gaza. L'opposition israélienne est très claire, elle est justifiée, puisqu'encore une fois, la Turquie est un pays qui soutient le Hamas et donc qui ne pourrait pas jouer un rôle très positif pour désarmer l'organisation terroriste. Mais les rapports de force sont compliqués, notamment pour Israël, à un moment où la Turquie a de grandes ambitions, un certain nombre de capacités et beaucoup de soutien sur la scène internationale. D'ailleurs, ambition en termes d'image aussi, on va conclure avec un mot rapide sur ça, mais il y a une rivalité entre le Qatar, l'Iran, la Turquie. Lequel de ces pays, pour vous, est perçu aujourd'hui comme un petit peu le défenseur numéro 1 de la cause palestinienne dans la région ? Il est sûr que le Qatar et la Turquie travaillent ensemble. Ils ont vu que, notamment après les accords d'Abraham, un certain nombre de dirigeants arabes dits sunnites modérés étaient moins radicaux sur la question palestinienne. Ils se sont jetés dans cet espace vide et c'est la politique turque depuis maintenant quelques années. Merci beaucoup Rémi Daniel d'avoir été avec nous ce soir en direct dans la grande édition. Et comme promis, l'invité de cette édition.
invités d'ailleurs pour le prix d'un et au féminin, puisqu'on a le plaisir de recevoir ce soir 2 femmes engagées, courageuses, qui sont cette semaine de passage en Israël et notamment pour une conférence. Ce sera mercredi sur les frères musulmans et leur réseau en Europe. Rendez-vous à l'université de Tel Aviv. On verra peut-être l'affiche tout à l'heure. On va les accueillir tout de suite. Florence Bergeau-Blaclair, bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous. Vous êtes anthropologue et chargée de recherche au CNRS. Fadila Maroufi, bienvenue également. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire UEF et Café Laïque Paris-Bruxelles, prix international de la laïcité par le comité Laïcité République. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation ce soir. Quelques mots sur votre présence ici, votre ressenti, parce que Israël, c'est un pays qui est accusé, comme on sait, de tous les maux. Est-ce que malgré tout, pour vous, ça reste un phare de liberté, un phare de démocratie? Est-ce qu'on peut le dire? Bien sûr, et en fait, on a, à l'initiative du réseau contre le racisme et l'antisémitisme, d'une collègue, Céline Masson, nous avons formé un groupe, une délégation, pour venir soutenir nos collègues israéliens qui sont victimes de boycotts, des boycotts parfaitement injustes, qui pèsent maintenant depuis, depuis le 7 octobre. Mais depuis des années, en fait, ces boycotts étaient organisés notamment BDS, Boycott des investissements sanctions, qui est un organisme qui a été créé à partir en 2005 et qui a occupé année après année les campus. Et évidemment, ça a fini par percoler, comme on dit, et malheureusement, ces boycotts se sont manifestés après le 7 octobre. Donc, on est venu leur dire, non, nous sommes avec vous, c'est pas parce qu'il y a quelques agitateurs dans les campus que vous êtes seuls, on est avec vous, on est derrière vous. Des boycotts qui se banalisent aussi en Belgique, malheureusement, vous le diriez aussi? Oui, très très rapidement, en fait, ça s'est organisé avec évidemment un peu les mêmes acteurs, c'est-à-dire BDS, Urgence Palestine et d'autres grandes ONG, en fait, qui sont islamistes proches des frères musulmans. Et ça n'arrête pas. Et depuis le 8-10 octobre, en fait, quasiment quotidiennement, il y a des manifestations pro-Hamas et pro-terroristes. Et d'ailleurs, dernièrement, on a encore découvert qu'il y avait un terroriste qui a participé au massacre du 7 octobre, qui se balade tranquillement à Bruxelles, en sachant aussi qu'à Bruxelles, depuis quelques mois, on accueille des Gazaouis, mais des Gazaouis qui viennent quand même. On a pu voir aussi des enfants avec des t-shirts Kalachnikov en dessin, etc., que nous accueillons. Nous avons aussi des propos tenus par des enfants qui crient lors des manifestations « Gloire à Sinwar », donc on voit que c'est très virulent et qu'on glorifie finalement les terroristes à Bruxelles d'une manière très libre et qu'il n'y a pas de réaction des personnalités politiques en Belgique. On a entendu sur cette antenne hier d'ailleurs le député Denis Ducarme qui en a parlé très bien. Alors c'est vrai qu'on connaît vos travaux, on va en parler sur la confrérie, très implantée en France et ailleurs, d'ailleurs celle des frères musulmans. Est-ce que vous pensez qu'une partie de l'explication justement de ce phénomène de boycott, de désinformation, c'est à cause de l'influence de ce mouvement, de cette mouvance? Oui, je pense que l'antisionisme, qui est un antisémitisme, on doit en trouver les racines maintenant, regarder beaucoup plus les causes de l'antisémitisme. C'est pas parce qu'on va dénoncer l'antisémitisme qu'on va résoudre le problème. Il faut vraiment maintenant s'attaquer aux causes. Le 7 octobre, c'est le Hamas. Et le Hamas a eu beaucoup d'influence dans le monde. On a vu les manifestations dans toutes les grandes capitales, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Et derrière, il y a les réseaux fréristes. C'est-à-dire pas seulement la confrérie, mais tous ceux qui sont porteurs de ce que j'appelle le frérisme, c'est-à-dire l'idéologie des frères musulmans, qui est une idéologie de conquête, qui utilise des moyens soit guerriers quand on est dans une situation guerrière, ou en tout cas de conflit, comme ici en Israël vis-à-vis de Gaza, ou alors des méthodes beaucoup plus douces, des méthodes de subversion, d'influence, qui ont travaillé la société maintenant depuis 3-4 décennies. Avec tous les outils médiatiques, parce que c'est ça. Est-ce que vous pensez que, justement, Fadila Maroufi, que l'urgence de ce péril, quelque part, pour l'Occident, il y a une prise de conscience en ce moment? Peut-être plus qu'il y a encore 1 ou 2 ans? Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience auprès des citoyens. Maintenant, évidemment, c'est la réponse que les politiques donnent qui est problématique. Maintenant, si on revient aussi par rapport à l'antisémitisme et aux causes, c'est vrai que moi, étant issu de famille de culture musulmane, j'ai grandi avec cet antisémitisme. Je l'ai vu au sein de la communauté, au sein de mes proches, de certains proches, etc. Et qu'à chaque fois qu'il y a un conflit entre Israël et les Palestiniens, c'est ce qui permet d'amener
un ciment au sein de la communauté musulmane. On utilise ça comme prétexte pour nourrir cet antisémitisme. En fait, et je pense que Florence Bergeau-Blaclair a bien pointé du doigt le problème, c'est qu'on a à l'heure actuelle un antisémitisme qui est islamique et il faut qu'on en prenne conscience. Les citoyens en ont pris conscience. Maintenant, c'est à nous de pouvoir donner des réponses et de mettre en place des choses qui puissent lutter réellement contre cet antisémitisme-là. Alors c'est ça, parce que si on dit qu'on est dans une guerre de civilisation, est-ce qu'on peut dire aussi quelque part que l'épicentre, l'œil du cyclone, comme le disait à l'instant Fadila Maroufi, ce serait ici, c'est-à-dire que tout ce qui se passe ici a une résonance démultipliée en Europe et aux États-Unis? C'est plutôt une instrumentalisation en fait du conflit israélo-arabe dans toutes les capitales. On dit souvent en France, à Paris, il faut faire attention à ne pas importer le conflit israélo-palestinien. En réalité, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce conflit-là serait probablement résolu si les réseaux fréristes tissés au cours des 30 ou 40 dernières années n'avaient pas justement pour objectif d'attiser le feu sans arrêt. Le Youssef El-Qaradawi et de façon générale, les responsables des frères musulmans, depuis Hassan el-Banna, ont toujours dit il faut cultiver la haine d'Israël et des Juifs. Il y a toute une littérature antisémite qui s'est aussi inspirée non seulement de l'anti-judaïsme islamique, mais aussi du nazisme. Donc ça, il faut le mettre en évidence et pour ça, il faut relancer la recherche. Vous avez aujourd'hui en Europe à peu près 0 financement pour la recherche sur l'islamisme et le frérisme européen, alors qu'il y a énormément d'argent pour la recherche sur l'islamophobie, ce concept assez en tout cas, ça passe par la victoire, si on peut dire, pour ça passe par l'éducation, ça part par la recherche. Il faut connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. Attaquer à la racine, effectivement, donc attaquer à l'influence et l'entrisme des frères musulmans. Oui, tout à fait. Et puis, il faut prendre aussi conscience maintenant. Je pense qu'il est temps que tous les pays prennent conscience qu'ils sont bien coordonnés, mais qu'ils doivent travailler ensemble. C'est-à-dire que tous les pays doivent s'y mettre, que ce soit en Israël, que ce soit à Bruxelles, Paris, jusqu'à New York. Israël à l'avant-garde, peut-être. Merci beaucoup à toutes les deux, Florence Bergeau-Blaclair et Fadila Marouf, d'être venue. Conférence mercredi à l'Université de Tel Aviv. Très bonne soirée sur i20.